Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. Alors celle-ci évidemment est en retard aussi, mais le week-end et la semaine j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est parti pour le chapitre 172 de The Elusive Samurai bien sûr. Un chapitre qui est pour le moins étrange je trouve. Et ça, on va voir ça tout de suite. Le chapitre commence par une page couleur qui m'a rendu perplexe, car c'est à l'opposé du style habituel des illustrations de chapitres du manga. On y voit Tagoji être créé par un programme style ChatGPT, et je dois avouer ne pas trop comprendre le message de cette illustration, et donc, comme je dis, perplexe face à cette modernité. Yusei Matsui aime certes faire des anachronismes, et c'est souvent très réussi, mais là je suis confus, je comprends pas l'idée. Mais bon, comme une fois, on peut pas tout aimer. Et vous allez voir, ça va continuer dans le chapitre qui arrive. D'ailleurs, ce chapitre démarre vraiment avec Nita Yoshisada qui rebouffe ses troupes au moral plutôt bas, parce que bon, comme il est du côté de la cour du sud, eh ben ils sont pas en train de gagner, comme on l'a vu. Et apparemment, il s'est passé déjà 3 mois. Et selon les soldats, Takoji va devenir Seitai Shogun. Il en rêve depuis longtemps. Donc c'est chez nous on dit souvent shogun plutôt, mais l'appellation entière c'est Seitai Shogun. Et les soldats de Nita enragent, car ce dernier est comme les Ashikaga, un descendant des Genji. C'est un autre nom pour désigner les Minamoto, dont fait partie le fameux Yoritomo Minamoto, qui a fondé le shogunat de Kamakura, dont Tokiyuki devait en hériter. Mais comme on sait depuis 170 chapitres, c'est raté. Donc les descendants des Genji peuvent prétendre au titre de shogun, selon les soldats, mais Nita s'en étonne, car pour lui ce n'est pas la lignée qui importe, mais la force d'un individu qui permet alors de s'élever dans le monde. Et pour une fois, je trouve que Nita dit quelque chose de sensé, car pour son époque, il est vrai que la force a souvent été un moyen de gravir les échelons du pouvoir aux dépens de la lignée. D'ailleurs, on l'a vu, Takoji il a quand même pris le pouvoir par la force. Même s'il a une grande lignée, mais bon, ça répute n'importe qui. Donc voilà, c'est la première fois que je vois Nita dire quelque chose d'aussi réfléchi, je trouve, c'est étonnant, donc il fallait le souligner. Et d'ailleurs, cette petite déclamation a réussi à remotiver les soldats, et ils partent alors au combat raga et hardi. Donc au moins, il sait remotiver ses soldats, ça c'est bien. Sur le chemin vers la bataille, l'un des serviteurs de Nita, dont j'ai oublié le nom, mais il était avec Tokiyuki il n'y a pas si longtemps, donc il lui donne des nouvelles de son jeune fils, Tokujumaru, et je suis surpris de voir que Nita le considère plus malin que lui, et potentiellement plus fort aussi à l'avenir. Il a pleine confiance en Tokujumaru, et ça, je trouve ça beau à voir. Et c'est vrai que, faut avouer que Tokujumaru a quand même montré des capacités au combat assez bonnes. Bon, dans l'intelligence, je sais pas encore trop, parce qu'on l'a pas vraiment revu. Il était plutôt aussi sauvage que son père, donc voilà. Ça, c'est encore à voir. Mais bon, si Nita le dit. Cependant, ce moment de tendresse est interrompu par une embuscade où Nita déclame qu'il détient Onimaru, la lame sacrée des Hojo. Ça m'a bien étonné, car c'est normalement Tokiyuki qui la détient. Mais Yusei Matsui nous explique alors que les chroniques d'époque attribuent parfois la possession de l'épée à Tokiyuki, à Nita ou même à Yuki, celui qui aime bien faire des panneaux en oreille ou en bout d'humain, le type un peu bizarre. C'est étonnant, sans vraiment l'être en fait, parce que l'époque étant lointaine et un peu obscure, il n'est donc pas étonnant que les sources divergent sur ce sujet. D'ailleurs, même les sources pour toute l'histoire qui est racontée ici ne sont pas toujours d'accord entre elles, et il y en a très peu, donc à la limite, c'est pas si étonnant que ça, quoi. Mais pour en revenir à Nita, cette supposée Numaru qu'il détient est moins utile qu'à Tokiyuki, car elle finit par se briser sous l'assaut ennemi, et Nita se prend même une flèche en pleine tête. Si cela arrêterait n'importe quel combattant, Nita lui se relève et continue à combattre avec la force d'un lion. Cela est expliqué simplement par le fait que Nita n'a pas de cerveau, mais possède une force incroyable. Bon, il y a comme besoin d'un cerveau pour faire bouger ses membres, mais bon, on a compris l'idée. C'est un peu simpliste du coup, et il est vrai que Nita a souvent été vue comme pas du genre à réfléchir, alors bon, pourquoi pas, surtout que on a sur vous ces derniers temps que ces soldats le surnommaient parfois Seigneur du con, donc c'est vrai que c'est pas complètement déconnant, quoi.
Cependant, après un dernier baroud d'honneur, très joliment illustré par Yusei Matsui, avec un puissant lion rugissant, Nita finit par mourir, non pas sans avoir empilé les cadavres, sous la forme d'un point d'interrogation, bien sûr. Le running gag aura donc duré jusqu'à la fin, c'est magnifique. C'est sur cette mort interrogative que se conclut le chapitre, et comme je l'ai déjà dit, il me rend aussi interrogatif que Nita lui-même, car au final, il se passe pas bien grand-chose, et Nita meurt un peu bêtement, j'ai envie de dire. En général, Yusei Matsui met en scène de belles morts héroïques après un combat qui est tout autant, et avec en plus un petit flashback intéressant. Mais là non, Nita se fait piéger par des soldats un peu communs, on sait pas qui c'est des randoms comme on dit, hein, et puis se prend une flèche dans la tête, et meurt. Bon, ok. Bon, Nita n'était plus très important depuis la chute de Kamakura, hein. Il a pris Kamakura, c'est bien, c'est héroïque tout ça, mais après, on va dire que c'est vrai qu'on l'a jamais trop vu. Mais ça reste quand même tout de même un personnage iconique, j'ai envie de dire. Bon, c'est quand même celui qui a pourfendu Kamakura, comme je le dis souvent. C'est certainement un des grands ennemis de Tokiyuki, parce que c'est quand même lui qui a détruit sa ville bien aimée. Et du coup, voilà, il a quand même la mort qui m'a le moins ému. Tant ça me paraît précipité et pas très. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il fallait qu'il meure, parce que peut-être, je vais pas regarder, hein, dans la véritable histoire, il est mort cette année-là. Donc voilà, il fallait le faire mourir. Mais je sais pas, je pourrais pas dire qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux, mais bon, Yusei Matsui, il y a quand même beaucoup d'imagination. Donc je sais pas, on aurait peut-être un truc un peu plus joyeux. Enfin pas joyeux, pardon. Un peu plus badass, quoi, plus héroïque, une mort vraiment qui marque, quoi, comme toutes les autres. Mais non, là, rien du tout. Mais bon, je ne peux pas toujours tout aimer, c'est ainsi. Et bien sûr, j'ai hâte de voir le chapitre suivant, ça ne change pas, j'aime toujours le manga, ne vous inquiétez pas. Surtout que bon, les derniers chapitres sentent un peu la fin d'un arc, comme je dis peut-être du manga, mais ça me paraissait étonnant, mais voilà, il y aura peut-être un pont temporel, encore une fois, comme la dernière fois, il y a eu 2 ans. Donc on verra. Comme dirait Michel Drucker, vivement dimanche, pour avoir les nouvelles aventures de Tokiyuki, pour pourrir la vie de Takoji. Ça, il est très fort là-dessus. Et donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.